Docteur Gélin Germain, aujourd'hui, tous tes amis fidèles sont restés. Au revoir. Tu rejoins tes compagnons d'armes au Panthéon des grands hommes. Mon père, ce héros au visage si doux, c'est tout à fait ça. Il a vraiment eu une vie extrêmement romancée. Passer de rencontres, de coups de chance aussi. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Et c'est quelqu'un qui espérait toujours. Mais qui a toujours eu la chance d'avoir des gens qui l'ont aidé au bon moment quand il l'a fallu. Pour un historien, Gélin Germain est un itinéraire tout à fait exemplaire. Son identité, elle est double. C'est l'identité du docteur, et surtout de l'accoucheur de toute la Dracénie, hein, mais c'est en même temps le résistant. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le même itinéraire que lui, et chez le médecin en particulier, ils ne sont pas très nombreux. La mort, tu sais, j'ai vécu un siècle. Après, ça c'est que mourir. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Germain, un siècle, une vie, une histoire. Ce fils de cordonnier, né en 1915, pas assez costaud pour le travail physique, prend rapidement conscience qu'il va devoir aller à l'école, même s'il déteste ça. Il suit l'itinéraire de ses parents, Hyères, Flyosque, Draguignan, où il obtient son baccalauréat en apprenant ses leçons le soir à la lumière d'un réverbère, car ses parents n'ont pas l'électricité. Une fois qu'il a eu son bac, Mathelem de l'époque, il a voulu être géomètre pour l'outre-mer, parce qu'il voulait voyager, il voulait connaître autre chose. Cette année-là, le concours a été annulé, et il s'est inscrit en PCB, puisque c'était le tronc commun à l'époque des études scientifiques. Et puis ensuite, il voulait être, puisqu'il n'avait pas d'argent, il voulait payer ses études en faisant médecin militaire. Mais bon, il a été malade, et ce qui lui a certainement sauvé la vie, parce que toute la promotion dans laquelle il a été quasiment anéantie pendant la guerre. Donc ensuite, il est allé à Marseille pour comprendre ses études, et là, il est tombé dans une période où la faculté de Marseille, qui était d'ailleurs une école de médecine, était quasiment corse. Et il s'est très bien entendu avec celui qui a été son véritable parrain à la faculté, le professeur Mattei, et qui a tracé sa route aussi. Ce professeur lui offrira un poste de médecin stagiaire en 1938 à l'hôpital de Draguignan. 1939, il est mobilisé, puis c'est la reddition de la France. De retour à l'hôpital, il voit son ami Jean Picmal, franc-maçon, fuir le régime de Vichy et rencontre Georges Sisson, responsable régional de la résistance. Il lui emboîte le pas. Sisson est en contact avec des milieux chrétiens résistants et devient le chef local, puis départemental, puis régional du mouvement Libération, ce qui explique les responsabilités régionales qu'il prend. Donc Germain est dans ce milieu-là, hein, et c'est par là qu'il en vient à la résistance organisée. À partir de février 1943, des jeunes gens se réfugient en forêt pour fuir le travail obligatoire en Allemagne. Ces groupes vont se transformer en maquis. Parcourant tout le secteur de Fayence, Fréjus, Brignoles, Draguignan, pour soigner les malades, il est amené à les côtoyer. Sa fonction de médecin à l'hôpital de Draguignan lui permettait plusieurs choses. Elle lui permettait d'abord d'hospitaliser des gens qui étaient malades ou blessés, et puis en même temps servait d'agent de liaison, puisqu'il pouvait se promener dans le Haut-Var. Il faut se rappeler qu'en étant gynécologue, on faisait encore des accouchements en ville, dans les villages. Il a régulièrement caché des personnes qui étaient pourchassées par la milice ou la Gestapo, certaines qui étaient blessées. Il a détourné évidemment ces blessés qui devaient atterrir à cet hôpital, qui était un hôpital militaire allemand. Et il s'est débrouillé la plupart du temps à détourner ces personnes-là et les recueillir à l'hôpital. Il n'a pas de responsabilité comme Georges Sisson,
comme Édouard Soldani dans les mouvements unis de la résistance, ou comme le capitaine Fontes ou le colonel Fourier dans l'armée secrète. Il n'est pas un chef de maquis comme Gleb Sévérine. Il est il est un soldat de la résistance qui tient plus que courageusement sa place en tant que soldat de la résistance et en tant que médecin résistant. Germant réussit à soigner et à faire évader à plusieurs reprises des résistants capturés par l'occupant allemand et hospitalisés. L'affaire Bigel en est un parfait exemple. Germant intervient parce que, bien sûr, il le soigne, mais non seulement il le soigne, mais les chefs de la résistance, ses chefs, lui demandent de préparer l'évasion de Bigel, parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'il sera remis sur pied, il sera interrogé, torturé, peut-être condamné à mort, ou en tout cas envoyé en camp de concentration, donc il faut le faire en sortir. Le rôle de Germant est déterminant parce que c'est lui qui indique comment opérer, par où passer, et l'affaire, effectivement, est menée à bien de ce fait. Méticuleusement préparé, ces évasions ne permettent pas de le soupçonner, mais il prend des risques et s'expose à la dénonciation. 2 jeunes femmes de la Gestapo travaillant à l'hôpital se sont enfuies du maquis où elles étaient détenues. Arrêtées de nouveau, une décision s'impose. Donc on va les juger. Et c'est Germant qui est chargé d'être l'avocat de la défense. Pas une situation très simple. Les 2 femmes sont évidemment condamnées à mort et exécutées. Aucun des maquisards n'en est très fier, mais il n'était pas possible de faire autrement. La survie du maquis en dépendait, les conditions de vie étaient trop difficiles. Donc voilà, Germant a été mêlé à des épisodes tragiques. Les conditions de vie se compliquent et les événements se dramatisent. Georges Sisson et Jean Picmal ont disparu, tout comme 37 autres résistants, tombés dans un guet-apens. Ils ont été fusillés et enterrés à Signes. Je vis que dans ces souvenirs. C'est vrai, honnêtement, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas me séparer de ces choses-là. Quand je ferme les yeux, je vois encore les 40 copains pendus, ou quand je vois fusiller ces 2 jeunes femmes, tout ça, enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Le débarquement de Provence le 15 août 1944 permet la libération de Draguignan le lendemain. Les combats font leurs premières victimes et les premières retrouvailles. Jean Garus, torturé par la Gestapo, a pu s'extraire de la prison éventrée par les bombardements et est amené à l'hôpital. Sous la responsabilité du docteur Guérard, il gère le service médical dracénois et inhume les premiers soldats américains dans un champ d'oliviers à l'abandon. Avec le temps et le déferlement des dépouilles américaines, cet endroit deviendra le cimetière américain, lieu de mémoire de tous les GI tombés dans le sud-est de la France. La guerre terminée, il rejoint la 27e division d'infanterie et se retrouve en Autriche. C'est là qu'il fera la connaissance de sa future femme, Joséphine. C'est le coup de foudre. Quand il est démobilisé, donc rentré en France, juste avant de partir, il dit « je reviens te chercher ». Et arrivé en France, il a fait des faux papiers, il s'est fait des faux ordres de mission, il a pris des déguisements, des uniformes de la FAT, c'est-à-dire d'auxiliaire d'armée française, et il est reparti en Autriche pour aller la chercher avec totalement dans un système clandestin, habillé en militaire quand même, et pour elle, habillé en militaire français. Donc il faut voir ce qu'à l'époque ça représentait. Ça a tenu 70 ans, donc vous considérez que c'était une histoire romancée qui s'est bien terminée. Mais c'est vrai que ça tient de la romance.
Le seul ennemi de ma mère, c'était la politique. C'est très simple. S'il y a vraiment une chose qui lui allait plus, c'est bien ça. C'est la seule chose. Et pourtant, il a le virus de la politique. Le toubib de la résistance ambitionne une carrière. Georges Sisson aurait survécu, n'aurait pas été fusillé à Signes. C'est ce que disait Germain d'ailleurs, les choses seraient passées différemment. Mais à la Libération, Soldani est l'un des hommes forts, issus de la résistance, qui renouvelle la vie politique dans le département. Le département et la Dracénie sont dominés par la gauche socialiste. La logique politique aurait été qu'à la Libération, il rejoigne le camp Soldani. Et il aurait eu probablement toute sa place. Il n'en a jamais été question. Il avait des convictions gaullistes, il s'est maintenu sur ses convictions gaullistes. Il se repose à Soldani parce que dès le départ, ils n'avaient pas les mêmes idées et pas les mêmes buts. Ce n'était pas un homme politicien, il avait son métier, il gagnait sa vie avec ça. Il n'était pas dans un cadre où il voyait la politique comme moyen de subsistance. Donc ça l'éloignait automatiquement des gens qui politiquement faisaient une carrière politique. En 1951, il est élu conseiller général du canton de Salerne, puis battu en 1957 dans des suspicions de fraude électorale. En 1958, il est élu député suppléant de Gabriel Escudier et deviendra député pendant quelques mois, à la mort de ce dernier, en 1962. 1959, Draguignan se cherche un maire. Il s'y présente comme gaulliste, mais en repart battu par son éternel rival socialiste, Édouard Soldani. Son indépendance va l'écarter de la politique des partis. C'est ça qui rend la personnalité de Germain attachante aussi, parce qu'il a le courage de ses convictions et le courage d'un comportement politique qui n'est pas le comportement politique de la facilité. Je pense qu'il a eu en face de lui des gens beaucoup plus féroces que lui, c'est tout. Je pense qu'il n'a peut-être pas su manœuvrer. C'était un gentil. Édouard Soldani était un tribun, un orateur, un homme fort, dans un Var rouge, vous voyez. Le docteur Germain était un petit peu différent, il était beaucoup plus modéré, et ce qui l'a desservi réellement, vous voyez, voilà. Il aurait voulu devenir maire de Draguignan, c'est évident. Là encore, Soldani lui barrait la route. Alors, si j'ose dire, il s'est rabattu sur Flayos, que je ne voudrais pas choquer les Flayosquais, mais pour lui, c'était une façon d'occuper une place sur le plan politique, mais pas la place centrale qu'il aurait voulu occuper. Ceci étant, il a très bien occupé en tant que maire de Flayos. Mon père a été sollicité, on est venu le chercher, on est venu lui dire voilà, il faudrait prendre la suite. C'est d'ailleurs deux communistes qui sont venus le chercher dans son bureau, lui ont demandé de prendre la mairie. Il est arrivé dans la vie publique avec une auréole quand même, celle de résistant, de médecin des maquis. Le docteur Germain, c'était déjà, après la guerre, quelque chose de grandiose. La mairie de Flayos à l'époque était en grand déficit. Et il cherchait quelqu'un un peu de représentatif, qui connaisse des gens un peu aussi, donc c'est général, etc., parce qu'il fallait retrouver des financements. Il a réussi l'unité. Il y a eu, après la libération, un peu de désordre à Flayos, de tiraillement entre les communistes, les socialistes, ce qu'on appelait les MREP à l'époque, tout ça. Donc il n'y avait pas de leader déjà, et il y avait un peu d'imbroglio. Germain a réussi à fédérer tout ça, il a réussi à prendre la mairie avec des gens de valeur. Et là, il engage une section de chantier, une politique de travaux. L'urgence, c'est donc l'alimentation en eau potable. Le problème au village, c'était surtout le problème de l'eau, parce que nous avions des coupures d'eau fréquentes. La municipalité qui se représentait trouvait qu'il n'y avait pas de solution à ce problème. Il y avait tout à faire à Flayos, qui avait fait refaire les chemins, les éductions d'eau, refaire la mairie. Bon, il y avait des grands projets qui ont mis très longtemps à se faire, comme les stations d'épuration, la traversée du village. Tout était à refaire, en fait.
Il s'emploie à créer un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement. Il fait construire des logements sociaux, de nouvelles écoles, une nouvelle mairie, et fait dévier la nationale traversant le village vers une nouvelle rocade, pour la plus grande satisfaction des Flyosquais, qui vont lui témoigner leur confiance pendant 29 ans. C'est vrai que ça lui a fait énormément plaisir, parce que c'était son village d'origine, donc il a vécu toute une partie de son enfance, et en même temps c'était à sa dimension à lui. C'était quelque chose qu'on pouvait gérer indépendamment de toutes les bonnes volontés étaient bonnes à prendre. C'était un homme d'une grande ouverture d'esprit, puisqu'il allait toujours pour réunir autour de son projet du village justement des personnes de sensibilités différentes, aussi bien de droite que de gauche. Dès que le docteur Germain a remarqué chez une personne des valeurs d'honnêteté, d'ambition, de travail ou autre, dans ce cas-là, il oublie tout à fait son éthique elle-même, son éthique politique, et disons, il le prend comme ami, vous voyez. Je l'ai perçu comme quelqu'un de très ouvert, justement, parce que l'équipe l'avait contacté pour être maire de Flyosque. Et puis il m'avait rencontré, et puis il m'avait dit qu'il croyait très, très fort aux femmes en politique. Et c'était un des premiers, justement, à le croire, ça. Il s'est retrouvé avec des gens de tous les partis, hommes et femmes, et ça n'a pas posé de problème. C'était des gens de bonne volonté, c'était ce qu'il aimait, en fait. Et c'était le même système que dans la Résistance, c'était des gens de tout horizon qui avaient des mêmes buts de faire quelque chose. Angelin Germain a toujours voulu, a toujours eu le souci des autres, c'est évident. Engagement social, engagement humaniste, mais très probablement l'engagement médical ne lui suffit pas. Et donc il voulait faire davantage. Alors il se présente à nouveau en 1986 à l'élection de Draguignan. Désillusion. Cette fois-ci, il est battu par la nouvelle génération politique. Oh, on perd toujours la politique. Ils m'ont truandé chaque fois en politique, moi. Jamais su ce que c'était la politique. Dieu sait si on m'en a fait faire pourtant, hein. Un paquet, quoi. Et j'ai horreur de ça. Ils ne veulent pas le croire, les gens, que j'ai horreur de la politique. Parce que c'est tellement beau et tellement noble que jamais personne ne l'a fait, quoi. Être maire, comme c'est général ou n'importe quoi, quand on fait son boulot de travail, c'est magnifique, hein. J'étais 29 ans maire de Flyosque, quoi. Hein. J'ai jamais eu un incident quelconque, absolument, c'est vrai. Il a toujours estimé que la place que l'on aurait dû lui réserver ne lui avait pas été faite. Mais en même temps, il se réalise, enfin, je pense aussi qu'il se réalise sur le plan professionnel, car il est devenu véritablement une personnalité sur le plan professionnel absolument majeure, de premier plan. Dans le secteur de Draguignan, il n'y a personne. Il est le premier médecin gynécologue. Il va créer sa propre clinique. Quand je parlais avec des gens de la région, enfin, il n'y en avait pas un qui n'était pas né à la clinique Germain. Tout le monde était passé par les mains du docteur Germain. Il avait sa clinique, mais il travaillait aussi à l'hôpital Draguignan. Il y a des enfants qui sont nés à l'hôpital Draguignan et qui sont nés à la clinique Germain. Il a sauvé des gens comme il m'a sauvé moi-même. Lorsque j'ai rencontré M. Germain, je l'ai rencontré avec son masque, en tenue de chirurgien. Et ce qui m'a frappé, c'est son sourire, qui est ce qui me caractérise le plus. Et puis voilà, donc il m'a sauvé la vie. Et puis par la suite, il m'a aidé à avoir des enfants. Il m'a vraiment permis de vivre. Donc je lui dois tout. Jusqu'au bout, mettre au monde un enfant, c'est quelque chose pour lui qui a été quelque chose de merveilleux. Il a accouché 2 générations, voire je crois même 3 générations dans certains cas rares. Il a fait énormément d'accouchements, hein. Il a fait plus de 15 000 accouchements. Je pense que c'est même, on est plus près de 25 000 que de 15 000. Mais c'était l'époque qu'il voulait aussi. Et il faut savoir que la gynécologie obstétrique, ça reposait sur 1 ou 2 personnes pour tout le Var. C'était quand même extrêmement vaste. Et donc il fallait faire des accouchements à domicile, il fallait faire des accouchements à l'hôpital, en privé, il fallait se déplacer sans arrêt. C'était une vie d'enfer.
Je pense qu'on imagine mal ce que ça pouvait être à l'époque. Je pense que là aussi, la médecine a beaucoup changé parce que pour les médecins, c'est pareil, il n'y avait pas d'heure. C'était le jour, c'était la nuit, c'était quand on l'appelait. Donc c'est un monde à part. C'est un monde totalement différent du monde actuel. Je pense que les gens considéraient qu'ils avaient plus de devoirs que de droits. Et ce n'est même pas des devoirs, c'était l'amour des autres. Ça a été sa passion. C'est amusant parce qu'il faut quand même retracer cette époque-là. La vocation d'être médecin n'est arrivée que parce qu'il n'a pas pu être géomètre. En fait, il a pris goût à ce qu'il faisait au fur et à mesure que ce qu'il faisait. Mon père avait perdu son premier enfant, qui était prématuré, et il était obsédé par le transport des prématurés. Il trouvait que l'hélicoptère était quelque chose de merveilleux pour ça, et donc il avait fait ça. Les plans ont été faits, les normes de sécurité n'existaient pas, donc il fallait les faire soi-même. Enfin, c'était quelque chose, c'était une aventure, comme on ne peut pas les faire maintenant. Il avait vu en Autriche qu'on évacuait les blessés par hélicoptère, puisque l'Autriche se prêtait, à cause des montagnes, justement à ce genre de transport. Et pour lui, c'était la logique. Il dit, mais pourquoi on ne l'applique pas? Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'autoroute pour aller à Nice à l'époque, pour envoyer un blessé, c'était compliqué. Les autoroutes sont arrivées un peu après. J'ai gagné beaucoup d'argent, puisque la clinique qui avait un étage, un truc est arrivé à 4 étages d'un seul coup, et à 5 ou 6 maisons à côté. Donc, le travail, c'est la vie quand même. C'est une maladie maintenant, le travail. Travailler, c'est presque honteux maintenant. Hein. Alors, nous, travailler 15-20 heures par jour, mais c'était tout à fait naturel, quoi. Ouais. Le travail, c'est lui qui conditionne la vie. C'est pas la vie qui conditionne le travail. Nous, c'est ce que nous faisons. Notre vie conditionne le travail, mais c'est pas vrai. C'est le travail que nous faisons qui nous permet de faire une vie d'une certaine façon. Cette notoriété professionnelle joue considérablement dans l'influence autre qu'il a. Il y a également le côté causeur résistance, puisqu'il a toujours milité dans les associations de résistance. Le docteur Germant a toujours eu le souci de la mémoire de la résistance. Évidemment, comme pour beaucoup de résistants, la résistance a été le grand moment de leur vie. Il a toujours pensé d'abord qu'il devait avoir de la mémoire par rapport à tous les gens qui l'avaient accompagné dans la période de la résistance. Son objectif, c'est de laisser présent dans la mémoire cette période de la résistance, c'est-à-dire 42-44 Draguignan. Pendant des années, j'ai accompagné mon père au moment de la fête des morts, fleurir les différentes tombes dans tous les villages du Haut-Var, parce que bon, c'est un lien qui était ineffaçable. On ne pouvait pas le changer, c'est un lien indestructible dans tous ces gens-là. Et il les a jamais oubliés. Ami René, mort pour la France. Un inconnu, mort pour la France. Aune André, mort pour la France. Sisson Georges, mort pour la France. Dulcie Léon, mort pour la France. Mort pour la France. J'ai un devoir par rapport à ce que j'appelle moi la résistance profonde, celle qu'on ne connaît pas et qui a tout fait. Hein. Celle qui nous a permis de vivre, qui nous a permis d'avoir des armes, des situations, tous les faux papiers, tout ça, etc. Parce que c'est pas le combattant qui gagne la guerre, c'est tout ce qui est à côté, quoi. Et le lendemain de la libération, ils sont rentrés chez eux, on n'en a plus parlé.
à Draminan, il fait édifier ce monument. Des péripéties qui ont duré 9 ans, hein, voilà, par, disons, des querelles de subvention entre Édouard Soldani et le docteur Germain. Battu en politique, contrecarré dans son devoir de mémoire, ses querelles, ses rivalités l'empêcheront d'obtenir la reconnaissance qu'il pensait mériter. Demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le docteur Germain a toujours joué un rôle public important, mais il n'occupait pas des positions de pouvoir. Il n'a pas eu la carrière politique à laquelle il ambitionnait. Je pense qu'il n'y a pas une famille Andrasseni qui lui doive un merci, que ce soit aussi bien sur le plan médical, sur le plan humain. Sur le plan médical, je pense qu'il a sauvé beaucoup de vies. Sur le plan politique, ne serait-ce que pour Flyos, qu'il a fait beaucoup de bien. Il a quand même changé totalement le village. Et puis ensuite, sur la résistance, alors là, n'en parlons pas, ça c'était le clou de sa vie. Donc ce qu'il a fait, ça n'a pas de nom. Il a toute sa place dans la mémoire de l'Andrasseni, tant pour le rôle professionnel qu'il y a joué, que pour son attachement à l'histoire et à la mémoire de cette région. C'est vraiment la vie qu'il a voulu. Il voulait être maître de son destin et il voulait faire quelque chose. Il s'est créé cette chance d'avoir une vie romancée. Parce que je pense que c'était dans sa nature. Un homme de cœur, un homme humaniste, un homme d'engagement. Et d'engagement qui, finalement, qui ne lui ont pas apporté le pouvoir. Qui ne lui ont pas apporté l'autorité qu'il aurait sans doute souhaité, mais en même temps, c'est ce qui mérite le respect. De ce point de vue-là, il est exemplaire. J'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Moi, quand j'ai mal quelque part, je dis, tu te plains pas parce qu'il y a pire que ça, c'est vrai. Mais sincèrement, c'est vrai. Je me le dis 10 fois par jour, ça. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux. J'ai même pas mal. Il faudra venir me voir souvent. Comme ça, j'en peux mal vite.